Avant toute chose, sachez ceci. Si vous êtes français ou si vous aimez la France, ce livre est pour vous. Histoire de France de Jacques Bainville n'est pas un manuel scolaire. C'est un récit clair, accessible, limpide, écrit pour ceux qui veulent enfin comprendre, dans les grandes lignes, d'où vient notre pays, comment il s'est construit, pourquoi il a failli tant de fois, et ce qu'il a toujours sauvé. Si vous voulez avancer dans la vie, bâtir, transmettre, alors vous devez connaître vos racines. Offrez-vous ce livre en version papier. Posez-le sur votre bureau, dans votre salon, sur votre table de nuit. Il est plus que lisible. Il est vital. Une nation n'est grande que si elle est capable de regarder en face sa propre histoire. Si vous ressentez que la France contemporaine a perdu son âme, que ses décisions n'ont plus de racines, alors vous devez entendre cette voix. Celle de Jacques Bainville, historien lucide et visionnaire. Lisez Histoire de France et vous verrez apparaître sous la surface des siècles la logique implacable d'une destinée politique. Plongeons ensemble dans ce récit, non pas pour le plaisir du passé, mais pour comprendre ce que nous sommes. Car tout commence ici. Avant-propos, Jacques Bainville ouvre son œuvre avec une confession intime. Il n'aimait pas l'histoire au collège. Ou du moins, il n'aimait pas la manière dont on la lui enseignait. Fragmentée, dénuée de liens, pleine de dates, mais vide de sens. Ce qu'il recherchait, c'était l'intelligence du passé, sa continuité, ses causes profondes. L'histoire non comme une suite d'événements, mais comme une politique du passé. Et c'est ainsi qu'il commence son Histoire de France, en affirmant qu'il est impossible de comprendre le présent sans une connaissance claire de ce que fut la France, de ce qu'elle a enduré, construit, détruit et reconstruit. Car fonder un État durable dans une géographie aussi exposée que celle de la France, ouverte au vent, aux invasions, sans frontières naturelles solides, est une entreprise politique d'une rare difficulté. L'histoire de France est l'histoire d'une fondation longue, difficile, fragile. Pendant 500 ans, la Gaule partage la vie de Rome. Avant Rome, la Gaule n'était pas un pays, c'était un espace, un territoire fragmenté où des tribus s'opposaient sans cesse. Bainville insiste, la Gaule était une mosaïque belliqueuse, incapable de s'unir. C'est cette division qui a permis à Rome d'y entrer. Jules César n'a pas conquis une nation, il a mis fin à une anarchie. La conquête fut brutale, mais elle fut structurante. Rome ne se contenta pas d'asservir, elle éduqua, construisit, civilisa. Routes, aqueducs, villes, langues, droits, tout cela s'imposa peu à peu au peuple gaulois. Les élites locales adoptèrent la culture romaine, et la Gaule devint l'une des plus brillantes provinces de l'Empire. Mais Rome s'effondre, non d'un coup, mais lentement. L'Empire se vide de sa substance, rongé par la division, les luttes intestines, les coups de force. Les barbares entrent peu à peu et la Gaule devient terre d'invasion. Les Francs, venus du nord-est, s'installent. Et pourtant, malgré la chute de Rome, la mémoire romaine demeure. La France ne naîtra pas d'un vide, mais d'un héritage. L'essai mérovingien Clovis, roi des Francs, n'est pas un barbare comme les autres. Il comprend que pour régner, il doit s'appuyer sur une structure plus ancienne, celle de l'Église. Il se convertit au christianisme catholique, choix politique d'une rare intelligence. Tandis que les autres peuples germaniques embrassent l'arianisme, Clovis se lie au clergé gallo-romain et donc à la population majoritaire. Bainville insiste sur ce tournant. Le baptême de Clovis n'est pas un simple geste religieux. C'est l'acte fondateur d'un modèle français. Monarchie de droit divin, centralisation autour d'un roi sacré, alliance avec l'Église. Mais cette construction reste fragile. Les Mérovingiens, successeurs de Clovis, dilapident l'héritage. Leur coutume de partager le royaume entre les fils à chaque succession provoque un morcellement permanent. Les royaumes mérovingiens sont en guerre les uns contre les autres. La France devient un échiquier instable, dominé par la loi des plus forts. Les rois fainéants s'effacent. Le pouvoir réel passe aux maires du palais, et parmi eux émerge un nom, Charles Martel. Grandeur et décadence des Carolingiens. Charles Martel n'est pas roi, mais il agit en roi. Il défend le territoire contre les Arabes à Poitiers. Il redonne au royaume une structure militaire. Son fils, Pépin le Bref, franchit le pas. Il dépose le dernier mérovingien et se fait sacrer roi. C'est la naissance de la dynastie carolingienne. Pépin n'est pas légitime par le sang, mais par l'action. Il a prouvé sa valeur. Et surtout, il a l'appui du pape.
Là encore, l'alliance du trône et de l'autel joue à plein. Charlemagne, fils de Pépin, pousse cette logique à son sommet. Il veut restaurer l'Empire romain en Occident. Il y parvient. En l'an 800, il est couronné empereur. L'idée impériale renaît, mais c'est une illusion. Bainville, avec une lucidité froide, démonte le mythe. Charlemagne fut un grand administrateur, un grand chef de guerre. Mais son empire n'était pas viable, trop vaste, trop hétérogène. À sa mort, il est partagé entre ses fils selon la coutume franque, et ce partage est fatal. Le traité de Verdun, en 843, consacre la division. Il crée 3 royaumes. Celui de l'Ouest deviendra la France. Celui de l'Est, l'Allemagne, et entre les deux, une Lotharingie instable, qui deviendra l'enjeu de 1000 guerres. L'unité est brisée. Le rêve impérial se termine dans le sang. L'autorité centrale s'effondre. La féodalité s'installe. Les invasions reprennent. Normands, Sarrasins, Hongrois, le roi ne peut plus protéger. Le peuple se tourne vers le seigneur local. La révolution de 987 et l'avènement des Capétiens. En cette fin du XIe siècle, le royaume est à genoux. Les Carolingiens ne contrôlent plus rien. Un pouvoir faible, éclaté, incapable d'assurer la paix. Le trône est vacant de fait. C'est alors qu'émerge Hugues Capet. Il n'est pas le plus puissant des seigneurs, mais il est soutenu par l'Église. Il est l'homme d'un compromis. En 987, il est élu roi par ses pairs. Et surtout, il parvient à faire reconnaître son fils comme successeur. Ce geste, apparemment modeste, est une révolution. Car il rompt avec l'instabilité dynastique. Pour la première fois depuis des siècles, la monarchie française devient héréditaire. Bainville insiste, c'est un acte politique fondamental. L'État renaît non par la force, mais par la continuité. Mais Hugues Capet ne règne en réalité que sur un domaine réduit, l'Île-de-France. Le reste du territoire est tenu par des seigneurs jaloux de leur indépendance. Le roi n'est qu'un seigneur parmi d'autres. Sa seule force, c'est sa légitimité. Et pourtant, cette faiblesse sera sa chance. Car en apparaissant comme inoffensifs, les Capétiens vont survivre, duer, transmettre. Ils vont incarner une permanence que les autres n'ont pas. Le pouvoir royal devient peu à peu une évidence. Il faudra 3 siècles pour qu'il s'impose réellement. Mais la graine est semée. Pendant 340 ans, l'honorable maison capétienne règne de père en fils. La dynastie capétienne incarne la patience politique. De Hugues Capet à Philippe Auguste, chaque roi renforce lentement l'autorité royale. Sans révolution, sans éclat, mais avec ténacité. Bainville admire cette stratégie de longue durée. Le roi ne brise pas la féodalité par la force, il la contourne. Il marie ses fils aux héritières puissantes. Il achète, il hérite, il administre, et surtout, il ne partage pas le royaume. La règle du fils aîné s'impose. C'est la rupture définitive avec la coutume franque. Sous Louis VII, le roi impose son autorité à quelques seigneurs turbulents. Sous Louis VII, il échoue en croisade mais renforce l'alliance avec l'Église. Et surtout, par un jeu d'alliances malheureux, il permet au Plantagenet, roi d'Angleterre, de contrôler la moitié de la France. Ce danger sera affronté par Philippe Auguste. Ce roi politique et guerrier bat les Anglais à Bouvines en 1214. Pour Bainville, c'est la date fondatrice. La monarchie triomphe, l'État s'impose. La suite est un âge d'or. Saint-Louis incarne la justice royale. Il crée un embryon d'administration. Il impose la paix, il rayonne. La France devient un modèle. Mais les tensions demeurent. La royauté est encore fragile. Philippe le Bel, enfin, affronte le pape, crée les États généraux, impose la monnaie royale. C'est le point culminant du capétianisme. Mais c'est aussi le début des problèmes à venir. Vous venez de traverser les 5 premiers siècles de la formation de la France selon Bainville. Vous avez vu naître la nation dans la douleur, l'unité dans la durée, la monarchie dans la stratégie. Ce n'est qu'un début. Mais n'en restez pas là. Ce livre, vous devez l'avoir en main. En vrai, pas sur un écran. Histoire de France de Jacques Bainville n'est pas un livre qu'on lit sur une liseuse ou qu'on survole sur une tablette. C'est un livre qui doit trôner dans une bibliothèque, se prêter, se transmettre. Un livre qu'on laisse à ses enfants comme on laisse une clé. Il est clair, il est fluide, il est accessible à tous. Et pourtant, il vous transforme. Faites le vôtre. Offrez-le. Gardez-le près de vous. Car l'histoire de France, c'est pas du passé. C'est votre héritage.